Tanguay Électronique, en première ligne. Bon mardi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission, un peu plus tard, un reportage sur le lancement d'un tout nouveau livre portant sur l'histoire de Jean Béliveau. Mais d'abord, parlons basketball rouge et or. La nouvelle saison approche à grands pas, le 4 novembre à l'extérieur et le 12 novembre ici au stade du PEPS. Mais auparavant, en fin de semaine, les deux équipes seront en action à l'occasion du tournoi rouge et or. Qu'est-ce qu'on peut dire jusqu'à maintenant de ce début de saison? Parce qu'il y a eu des matchs pré-saison. Oui, bien, on a quand même bien commencé là, la saison. Il y a Acadia qui nous a battus 2 fois sur 6 matchs. Je peux dire c'est qu'offensivement, on va être encore très excitant à voir. Défensivement, on a perdu des piliers là, qui jouaient avec beaucoup de hargne. Puis ça va faire en sorte qu'on va être... Il va falloir que certaines filles là, sortent de leur zone de confort un petit peu plus là, pour pallier à cette perte-là. Et c'est contre-attaque la part de l'Université Laval. Et d'un bout à l'autre, le numéro 8 du Rouge et Or. Que tu gardes assez un bon noyau pour espérer faire mieux que l'an passé? Mieux que l'année dernière, ça va être difficile. Je pense que pour la province, on peut toujours. Là. Ça n'avait pas bien fini, mais on avait eu une super belle saison. On n'avait malheureusement pas réussi en série. Mais au niveau canadien, mieux... ça va être difficile. Il y a 8 équipes, il y a 8-9 équipes là, qui pourraient gagner le championnat canadien cette année. Wow! Quel tir de loin de Claudia est bon, quand même! Quelques noms à surveiller? Oui, bon, on a nos deux filles de 5e année, Raphaël Côté et Geneviève de Rome, qui ont fait 51 points à 2 là, dans un match contre Queens là, dimanche dernier. Donc ça va être très positif, c'est certain. On a beaucoup de filles de 4e année, Claudia Aymon, Sarah-Jeanne Marois, Jeanne Gagné, qui est la MVP de notre ligue l'année dernière, qui reviennent. Un bon groupe de recrues aussi qu'on a rentré. On a encore une très bonne équipe. C'est juste de faire notre chance, si on veut, en travaillant encore plus fort. Là, ça va être important. Extrême. Et là, c'est terminé, Pascal. Les Marchlets de McGill. Oui. Comment on entrevoit la saison, compte tenu que l'an passé, ils vont aller perdre en finale du RSEQ? Bien, je vois ça de manière positive. C'est comme une espèce de motivation à se rendre finalement à notre objectif. C'est sûr qu'on entrevoit la saison de manière positive. On reste avec un grand noyau, malgré le fait qu'on a perdu 2 filles. On reste avec un noyau assez fort, assez rapide. Jacques Paiement, on débute une nouvelle saison avec le club de basketball le Rouge et Or. Déjà, 10e saison, toujours aussi motivé? Plus que jamais, oui. C'est à chaque début de saison, c'est un nouveau départ, une nouvelle équipe. Puis une année un peu décevante l'an passé. L'objectif, c'est toujours de faire mieux. Clairement, gagner un match éliminatoire, ce serait un bon pas dans cette direction-là. On veut aussi faire mieux au niveau de la saison régulière, se placer dans une meilleure position pour pouvoir performer en série. Il y a eu des pertes importantes dans l'équipe, mais tu gardes quand même un bon noyau? Oui, on a perdu deux joueurs de 5e année, Laurier Dufresne et Carl Demers-Bélanger, qui étaient un de nos piliers au cours de ces 5 années. Par contre, on a quand même un très bon noyau de joueurs. La plupart de nos joueurs d'impact, à part Carl, sont de retour. Sont meilleurs, je crois, plus confiants. On a une belle cohésion à date. Les années précédentes, on a été vraiment déçus. Mais je pense que tout le monde est sur la même page et que ça va être notre année, si je peux dire ça de cette façon. Qu'on va être très unis et qu'on va jouer vraiment fort malgré les hauts et les bas.
Tournoi Rouge et Or en fin de semaine, c'est une dernier temps pour se préparer pour la nouvelle saison. On s'attend à quoi comme adversité? C'est ça, on joue UPI, qui est une équipe très rapide, une bonne transition, il court, il amène le ballon très rapidement de l'autre côté. Donc, il va falloir prendre soin de ça, notre transition défensive. Memorial, qui selon plusieurs, dans le AUS, dans les maritimes, qui vont être une très bonne équipe. Ils ont des joueurs étrangers d'impact. Puis Brock, qui est une équipe peut-être un petit peu plus faible là, selon les standards, mettons, canadiens, mais qui sont toujours tout compétitifs puis ils ne lâcheront pas. Donc, c'est 3 matchs accessibles pour nous. Vous avez de bons tests au cours de la fin de semaine, au cours du tournoi Rouge et Or? 2 bons matchs, 2 très bons matchs. L'Université du Nouveau-Brunswick, l'Université Queen's, 2 équipes qui, à date, ont une très bonne fiche en pré-saison contre les autres universités canadiennes. Donc, ça va être 2 bons défis. Je pense qu'on va être prêt à relever ce défi-là. C'est Jacques, bonne saison. Merci. Après la pause, on parle de l'un de nos grands du hockey, Jean Béliveau. Le grand Jean Béliveau, il a marqué l'histoire du hockey au Québec et à Québec avec sa présence dans l'uniforme des As et des Citadelles. Et aujourd'hui, on lançait un tout nouveau livre sur la naissance d'un héros, Jean Béliveau. Stéphane Turcot a rencontré l'auteur, Marc Durand. Marc, 3e biographie sur Jean Béliveau, mais la toute première consacrée entièrement à son passage ici à Québec de 49 à 50. C'est le passage le plus intéressant, selon moi. Là. Oui, il a joué 18 ans pour le Canadien. Oui, il a compté 500 buts. Il a gagné 10 Coupes Stanley. Il a été le capitaine. Mais le passage à Québec, c'est le plus croustillant. Parce que non seulement il arrive ici, il devient une idole ici, non seulement pour les gens de Québec, mais de partout au Québec et même au Canada. Mais il fait rayonner le Colisée de Québec et il fait rager le Canadien de Montréal et Frank Selke, le nouveau directeur gérant du Canadien qui tente de gagner une Coupe Stanley pour la première fois. Lui, le Canadien n'a pas gagné depuis 46, puis ça prend jusqu'en 53 avant d'en gagner une deuxième. Il se sentait pas prêt au départ. Son père avait beaucoup d'influence sur lui. Son père avait dit « Québec, c'est bon pour toi ». C'était pas des aventuriers, les Béliveau, une grande famille, c'était le plus âgé de la gang. Son père voulait être prudent. Puis je pense que les Citadelles, Frank Byrne, qui était le Jacques Tanguay de l'époque, il avait une belle approche avec lui. Des contrats courts d'un an, très payants. Et il aimait ça. Le Canadien arrivait avec ses grands chevaux, puis tu t'en viens avec nous autres, puis on ne garantit pas un poste, tu vas peut-être aller jouer à Providence ou à Buffalo dans les clubs écoles. Il ne voulait rien savoir de ça. Alors, c'était Québec ou Montréal. Québec lui offrait mieux. Et le Canadien bouillait parce qu'il était convaincu qu'un jour ou l'autre, l'appel de la patrie allait le ramener dans le droit chemin. Mais non, c'était Québec. Il plus cher que les Maurice Richard, les Gordie Howe de la Ligue nationale. Certainement, à sa dernière saison, on lui offre un contrat de 20 000 $. 20 000 $, c'est plus que Richard, Gordie Howe et n'importe quel joueur de la Ligue nationale. On dit que c'est le meilleur, c'est le joueur le mieux payé au hockey, simplement. À l'époque, le Colisée contenait 10 000 sièges. Il manquait des sièges certains soirs, là. Oui, c'est parce que dans ce temps-là, le Colisée n'avait pas de règlement d'assistance. Ça rentrait jusqu'à 16 000. Là. Puis, faut pas 16 000 dans un Colisée. 16 000. Partout. Ça, c'était le record d'assistance de hockey au monde. Canadien de Montréal, Maple Leaf de Toronto, il n'y a jamais eu 16 000 pendant leur partie de hockey, eux autres. Il faut se rappeler qu'en 1950, il n'y a pas de héros national à Québec, il n'y a pas de grand joueur de hockey depuis Joe Malone. On avait faim, on avait soif et Jean Béliveau est arrivé. Est-ce que l'appellation, justement, de la place devant le centre Vidéotron, la place Jean Béliveau, est pleinement méritée? Parce qu'il y a eu, sans dire de débat, certaines discussions, certains voulaient peut-être plus une connotation nordique ou un terme un peu plus vague. Est-ce que c'est pleinement mérité, cette place-là? Je pense que le livre répond à cette question. Et moi, le premier, pourquoi Jean Béliveau, qui n'est pas né ici, qui n'est pas mort ici, puis qui a vécu seulement 4 ans ici, a sa place comme ça? Est-ce que c'est opportuniste parce qu'il vient de décéder? Non. Le livre va confirmer que Jean Béliveau a vraiment marqué l'histoire du hockey, a fait de Québec une ville majeure de hockey, a permis aux gens de Québec de rêver à plus grand. Et le Colisée, avec Jean Béliveau, a permis tout ça. Alors oui, c'est pleinement mérité. En terminant, tu nous as parlé un petit peu.
il a failli jouer pour les Nordiques. C'est quoi cette fameuse offre-là et qu'il a refusé par la suite? Alors, rapidement, Gordie Howe, son bon ami, représenté par le même agent, Jerry Patterson, en 72, accepte de retourner au hockey 2 ans après sa retraite, comme Jean Béliveau, pour Houston. Et là, Jacques Plante, qui est le nouveau directeur gérant des Nordiques, veut un coup fumant. Et Jean Béliveau est plus jeune que Gordie Howe. Alors, hey, on le met sur notre liste de protection. Et Jean Béliveau, pendant 21 jours, se laisse courtiser par les Nordiques. On lui offre un contrat de 4 ans, finalement 4 ans, et on lui demande une seule saison comme joueur de hockey. S'il veut en jouer 4, c'est correct, une. Et les 3 autres années, bien, comme employé, comme administrateur, comme ambassadeur. Et on lui offre 2 millions de dollars. 2 millions de dollars, là, c'est plus que n'importe quel contrat qui existe dans l'histoire du hockey. C'est peut-être pour ça qu'il a réfléchi, mais finalement, peut-être l'appel de son épouse et de la famille a fait en sorte qu'il est resté avec le Canadien. Au baseball, la défaite crève-cœur des Diamants face au Royal de Repentigny à l'occasion du 7e et ultime match de la finale de la Ligue de baseball élite du Québec est toujours difficile à digérer pour le gérant Dominique Walsh. Rappelons que Québec s'est incliné 5-3 samedi dernier au parc Henri Cazot de Charlebourg. C'est probablement un des plus beaux matchs de baseball que j'ai vu, que j'ai coaché. C'est le baseball junior dans la région de Québec. On travaille depuis des années pour ramener une vibe, un buzz autour de notre équipe. Ce qu'il y a eu il y a 2 jours, on n'a pas vu ça souvent. Il y avait tout près de 1000 personnes qui venaient voir du baseball junior, un 7e match, 9e manche. C'est clair que ça n'a pas viré comme on voulait, mais pour l'organisation des Diamants, pour le baseball junior, ça demeure un succès dans tout ça. Pendant que Gardneau, et là, il y a une baie vitrée qui vient d'exploser. Le directeur du département de sécurité des joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Raymond Bolduc, a imposé aujourd'hui une suspension de 2 rencontres à l'attaquant des Remparts, Michael Robidoux. Cette décision fait suite à la mise en échec du joueur québécois à l'endroit de Samuel Gaumont de l'Océanique, survenu lors du match disputé à Rimouski dimanche. Sous la force de l'impact, la baie vitrée avait explosé en 1000 morceaux. En terminant, je vous rappelle la présentation du 19 au 22 octobre ici au Stade du Peps du tournoi de basketball Rouge et Or, ça ne pas manquer. C'était l'Esprit sportif. Bye bye, à demain.